Je m'appelle Jonathan Sulam, je suis plasticien, sculpteur. J'ai une pratique qui est protéiforme. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle expérience avec les matériaux, avec le sujet que j'aborde. Depuis 4-5 ans, je suis très préoccupé par le sujet de l'exil, ce que ça représente dans notre société, les mouvements de peuple et la façon dont les structures étatiques réceptionnent en fait l'idée, le concept, plus que même juste les gens. C'est vraiment à une échelle presque planétaire. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le trauma que ça cause et la façon dont cette question perdure à travers les générations. Et dans ma pratique, j'essaie d'approcher la question pas par l'angle de vue de l'individu qui traverse des territoires ou qui voyage, mais plutôt par les territoires qui sont quittés. J'ai cette sensation que la mémoire de l'exil, c'est d'abord la mémoire de lieux, d'espace et de territoire. Et comment les événements, la culture a été vécue ailleurs, et comment je me connecte à un ailleurs que j'ai jamais connu, et pourtant qui m'a été tellement transmis pendant tellement d'années. Dans ma jeunesse, j'ai toujours eu une fascination pour les artistes modernistes, l'ère industrielle qu'ils ont connue, l'accès en fait à une fabrication et une interaction entre l'objet et la machine. Il y a quelque chose d'extrêmement fascinant et effrayant là-dedans, comme une mesure qui est assez inatteignable. J'ai toujours voulu pouvoir intervenir dans ce processus industriel qui me semble toujours très inaccessible et essayer de rendre ça à une échelle plus humaine et psychologique. Aujourd'hui, les matériaux coûtent extrêmement cher, donc mes pièces prennent du temps à être produites, souvent avec aussi beaucoup d'erreurs et beaucoup de pertes d'argent. Au fil des années, j'ai dû me retourner aussi sur l'idée de récupérer aussi certains matériaux et de trouver une façon pour qu'ils puissent correspondre au projet que je développe. Alors, je crois que c'est aussi un peu la caractéristique du travail, c'est qu'il y a une série de matériaux qui changent très souvent, qui restent, je dirais, identifiables comme un travail proche d'une ère post-industrielle. Mais je cherche toujours à avoir une correspondance entre la logique du projet et la matérialité qui est utilisée. Donc, par exemple, il y a un projet que j'ai fait en 2021 qui s'appelle The Benefit of the Eye, qui est une installation avec des panneaux lumineux et des néons. Et j'utilise les images de la guerre en Syrie. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir réactiver l'expérience des images de la guerre et de leur reconférer une expérience spatiale et une temporalité qui me semblait plus juste que celle qu'on vit aujourd'hui, qui est l'expérience éphémère de l'information qui passe devant nos yeux. Et donc j'ai reconstruit un grand panneau où l'image semble être mouvante alors qu'elle est totalement fixe. C'est une espèce de va-et-vient lumineux qui est activé par un mécanisme. La guerre en Syrie a connu une attention très particulière au niveau de l'archivage, du nombre de bombardements, du nombre d'essais, jusqu'à la minute près. Bon, ça se trouve sur Internet. Et j'ai récupéré cette information et j'en ai fait un logarithme qui résume en 10 minutes le nombre d'explosions par le nombre de décès. Donc, chaque fois que la lumière s'enclenche, ça symbolise une explosion et l'intensité de la lumière représente le nombre de décès. Alors finalement, dans le processus de réactivation ou d'étude ou d'analyse d'une image du passé, j'essaye de lui reconférer un rôle majeur, un renouveau. Et finalement, ça vient avec le croisement avec la matérialité et le choix de ces matériaux qui finissent par induire le sens de l'œuvre. C'est les panneaux lumineux qui ont été récupérés qui m'ont permis de construire en fait finalement cette narration et cette expérience. Quand je suis sorti de l'université, j'avais étudié l'art dans l'espace public. Je voulais vraiment être implanté dans un principe territorial et avec 3 autres amis, on a lancé un Artist on Space qui à l'époque s'appelait Mobile Institute. On faisait des projets in situ dans les espaces publics. On a fait au Mexique, en Chine, ici en Belgique. Et c'était pour moi une véritable éducation. L'art dans l'espace public reste pour moi une intervention majeure dans l'expérience sociale, dans le tissu social, parce que ça repose des vraies questions d'interaction humaine, de questions de pérennité, de perception de l'œuvre à travers le temps aussi. Il y a cette logique de travail qui s'intéresse au lieu
de prime abord, avant d'avoir un projet qui vient juste s'installer ou s'accrocher quelque part. J'ai fait toute une série de pièces qui s'appelait Board of Bills, qui se traduit vraiment par le panneau des dettes, qui est une inversion de billboard, les panneaux publicitaires. Notre expérience du visible du territoire est constamment interrompue par l'information qui est véhiculée par les panneaux publicitaires. C'est une œuvre pérenne qui a été installée à Thoin, qui a été commissionnée par le BPS 22 et Dorothée Duvivier. C'est un énorme parking en haut de la butte de cette ville. Et je voulais rejouer le drive-in cinéma, qui est un peu ce fantasme de l'ère moderniste où on rentre avec sa voiture et on expérimente en commun une énorme projection. J'ai fait construire un panneau publicitaire en poly-miroir. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que le panneau soit à la fois objet présent, mais objet absent aussi, puisqu'il reflète tout l'environnement, il change d'humeur en fonction des intempéries, en fonction du mouvement du soleil. Et finalement, ce qu'il demande à l'observateur, c'est de regarder au-delà de l'œuvre. L'œuvre devient juste le catalyseur. L'objet du regard, c'est le paysage, c'est plus l'œuvre. L'espace public permet d'être l'excuse aussi pour renvoyer à une conscience de l'espace public. Et l'œuvre, finalement, devient secondaire dans le travail. On vit une période où le monde est extrêmement polarisé sur les idées, sur les concepts, sur leur appartenance, sur le droit au territoire, le droit à un lieu de vie. Et ce qui, pour moi, me semble être un paradoxe énorme, c'est qu'un lieu et une culture soient construits sur la base de la mixité, des affluences et des divergences, des croisements entre les différentes cultures. La question de l'exil, j'essaye de le contempler à travers cette logique-là. C'est le fait de soustraire en fait à une réalité toute une part et de vouloir maintenir encore une identité dont il y a tout un manquement en fait. Donc le lieu devient pour moi essentiellement l'expérience du manquement. Pour le projet Crunch, les images à la base sont des images de ma famille, principalement des images d'Égypte, c'était le point de départ du travail. Et c'était des images essentiellement familiales aux alentours de la dernière année avant leur expulsion d'Égypte sous le régime de Nasser. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est à la fois le principe de retirer les personnages de l'image et de rebondir sur cette question de la soustraction identitaire, mais aussi de faire un passage entre la logique du portrait photo à un portrait paysage. Et finalement, ce qui est mis en avant, c'est les arrière-fonds, les espaces flous. La focale se met vraiment sur le lieu qui n'est pas le sujet de la photo. Depuis quelque temps aussi, j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée que les photos de famille sont peut-être pas les seules sources d'images que je peux utiliser. Je cherche vraiment à essayer de rendre compte d'une histoire familiale, mais aussi d'être un peu plus universel et créer un rapprochement entre les lieux, entre les cultures. Et donc récemment, j'ai eu l'autorisation d'utiliser des images de la base de données du musée d'art et d'histoire ici à Bruxelles, parce qu'ils ont une énorme collection d'images d'Égypte au tournant du XXe siècle. Peu de gens connaissent ces images, même si elles sont là sur Internet, accessibles visiblement. Et elles sont souvent associées à l'expérience de l'archéologie ou à l'histoire. Le projet Crunch s'est développé en repensant donc cette question de territorialité et de lieux lointains, où il y a cette envie en fait de recréer un rapprochement entre moi et une vie qui m'a été transmise mais dont l'expérience m'est inconnue. Il y a un peu un aspect fantasmagorique dans ce projet où je raconte une histoire qui est à la fois la mienne et à la fois peut-être celle de quelqu'un d'autre. Et le projet Crunch a cette fonction de rapprocher ou d'éloigner les espaces, donc de littéralement utiliser la matière comme quelque chose qui se compresse ou qui s'étire. Et donc ça induit vraiment une réflexion aussi sur la matérialité du matériau et de l'image aussi, comment les deux vont pouvoir se combiner. Et là, pour la première fois, dans ce projet, dans le corps de travail qui commence à se développer, je m'intéresse énormément à l'impression sur tissu, sur soie et comment ces matériaux, à travers leurs plis, peuvent être sculptés et créer des espaces en eux-mêmes. Le travail de volume, pour moi, est une façon d'injecter la question de la perception du réel. Il y a cette dimension fabulée d'un lieu inconnu et comment on comprend, comment on nous le transmet. Et c'est une question qui prend énormément de place aujourd'hui avec l'expérience des médias et de la façon dont on fait un montage du réel. La série de pièces Fragments of Now and Then
C'était un peu une première approche sur cette question-là, c'est-à-dire l'expérience de la mémoire fragmentaire. La narration, peut-être la forme, mais pas la narration, et de donner sens uniquement aux fragments. Et que finalement, la personne qui est devant une œuvre doit faire le lien dans les espaces manquants. La césure, c'est lui qui doit créer en fait le reste de l'histoire. La pièce que je veux créer pour le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui doit se placer dans la cour à l'extérieur, c'est une pièce centrale qui est comme une espèce de compression d'un volume en aluminium sur lequel est sérigraphiée une des images d'Égypte. Et le principe, c'est vraiment de compresser cette histoire comme si c'est quelque chose qui est révolu ou comme une boule de papier qu'on compresse et on chiffonne et qui n'a plus d'importance. C'est de lui conférer vraiment quelque chose de l'ordre du rejet, de l'inutile. La forme est vraiment improvisée et c'est l'idée aussi de laisser le hasard venir détruire, rompre avec la lecture de l'image en fait. Donc compression, étirement, c'est moins l'objectif du volume, c'est plus la question de l'interprétation, de la lecture et de l'image en elle-même. J'aime assez bien cette idée qui a été proposée de la mettre dans la cour, quelque chose qui se retrouve en dehors du circuit, qui se trouve vraiment un peu assujetti aux intempéries aussi, qui sera modifié par ça. J'ai vraiment envie de pouvoir lui donner une résonance avec l'architecture du lieu. Peut-être que je vais mettre des néons qui sont faits pour l'extérieur. Ils sont maintenus sur des pieds de batterie. En fait, c'est des néons sur lesquels il y a enroulé autour des images du télescope Hubble. C'était des pièces que j'avais commencé en 2019, mais que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a cette même idée que les images de l'univers, c'est le passé qui s'est déjà éteint et on est face à l'histoire devant nous. Et le néon a aussi cette espèce de gaz qui, à un moment donné, va s'éteindre. Et donc il y a un peu cette temporalité, juste une césure de l'espace qui est temporaire. Les pièces s'appellent Slice of Time. Pour la première fois, je contemple l'idée de travailler avec des écrivains, historiens et des graphistes pour faire une monographie. C'est un truc qui me fascine aussi, cette idée de pouvoir travailler avec des gens qui écrivent et de voir comment eux, ils perçoivent le travail.